Mon cher Yoann, je suis curieux de savoir s'il y a un combattant que tu as toujours rêvé d'affronter. Ben, c'est certain que les légendes comme Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, c'est des gros noms. Si tu me demandes en ce moment un combattant que j'aimerais affronter pour le personnage que je déteste, Colby Covington. OK, intéressant. Ouais. Tu le battrais, tu penses? Ouais, je serais prêt à y aller. Okay. Je serais prêt à y aller. Tu m'as parlé de Yann Machado Gary aussi, parce que... Yann Machado Gary, c'est quelqu'un qui a fait ses débuts à l'UFC en même temps que moi. Mm-hmm. Je l'ai vu grimper les échelons. Au départ, c'est quelqu'un que j'aurais aimé affronter en début de carrière. Donc vraiment, de pouvoir tester mes capacités techniques contre un gars comme ça qui est maintenant dans le top 5, je trouverais ça vraiment intéressant. Intéressant, parce que, et je te pose la question parce que Nassourdine Imavov, le combattant français, va affronter, comme tu le sens en fin de semaine, Israël Adesanya, un ancien grand champion. Donc, puis là, tu as parlé de Silva, GSP, tout ça. Je me demande si Imavov peut pas être un petit peu intimidé par un Israël Adesanya. J'imagine qu'on va avoir la réponse cette fin de semaine. On met la table pour cet événement-là. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Merci tout le monde d'être là avec nous pour ce deuxième épisode du SOS Podcast. Ben Baudouin en compagnie de mon partner Yoann Lennes. Comment vas-tu, mon cher ami? Top shape. Prêt pour mettre la table de ce gros événement. Événement, d'ailleurs, soit dit en passant, qui est présenté en exclusivité sur la plateforme UFC Fight Pass. Ce ne sera pas disponible sur les ondes de TVA Sport ce samedi. Et c'est présenté en journée. Donc, c'est à Riyad, en Arabie Saoudite. Et puis, ça commence à 9h le matin. Bref, prenez-vous une note. En vous levant, votre petit café, des combats, c'est parfait. C'est dommage qu'on vous le présente pas, mais parce que c'est quand même toute une carte là, avec en finale Nassourdine Imavov contre le grand Israël Adesanya. Cette carte-là pourrait certainement être une carte payante. T'es à la carte payante parce que vraiment, on a plusieurs bons combats. Là. Pas seulement celui de Imavov puis Adesanya. Là. C'est une grosse carte. Là. C'est celui qui retient surtout l'attention. Et écoute ça, là. Premier combat en 6 ans, sans ceinture à l'enjeu pour Israël Adesanya. Il a été champion pour la première fois en 2019. Il a défendu son titre à 6 reprises. A perdu son titre une première fois contre Alex Pereira. L'a récupéré tout de suite. L'a reperdu contre Sean Strickland, si je ne m'abuse. S'est rebattu en combat de championnat du monde contre Dricus du Plessis qui avait remporté la ceinture. Bref, ça fait tellement longtemps qu'Adesanya n'a pas été dans un combat où il n'y avait pas d'enjeu, entre guillemets. Je me demande vraiment comment il va réagir. Hein. Ben, je suis content que tu le mentionnes parce qu'Adesanya s'est battu 4 fois en 2018, 3 fois en 2019, 2 fois en 2020-21, 3 fois en 2022. Il est actif. Il a défendu sa ceinture 5 fois. Donc vraiment, là, c'est un combattant qui s'est battu en moyenne depuis plusieurs années. 3 combats par année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Je pense que il a été peut-être le champion le plus actif des dernières années, c'est sûr. Exactement, et ça l'a été mentionné. Donc là, ça va faire un bon 6 mois qu'il s'est pas battu. Semble avoir travaillé beaucoup sur son conditionnement physique, sur sa forme physique. On le sait que sûrement ce combat-là va être plus physique. Imavov va sûrement tenter d'amener le combat au sol. Donc j'ai hâte de voir, avec un pas de recul, comment Adesanya va sortir. À 35 ans, est-ce qu'il y a encore le feu, tu penses? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à prouver? Parce que c'est ça, après Anderson Silva, d'après moi, c'est le plus grand moyen de l'histoire de l'UFC. Là. Pour ceux qui connaissent pas Israël Adesanya, là, il est 6 victoires, 1 défaite en boxe professionnelle, 75-5 en kickboxing professionnel, maintenant 24-4. Ça, c'est une fiche complète de 105 victoires, 10 défaites. Incroyable. Tout sport confondu en arts martiaux mixtes. Donc vraiment, là, c'est un des plus grands combattants que l'UFC a eu. Là. Bon, on peut se questionner sur la motivation d'Israël Adesanya, qui lui a répondu cette semaine aux journalistes à Riyad, il le faisait pour lui-même, il le faisait pour... il veut pas rester champion. Devenir champion, c'est difficile, mais le rester, et Georges le dit souvent, c'est peut-être plus difficile. Toujours avoir cette pression-là. Là, il dit, bon, j'ai beaucoup moins de pression qu'auparavant, et là, je veux me faire plaisir, je le fais pour moi. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans la cage. J'ai eu la chance, Yoann, de m'entretenir la semaine passée avec Nassourdine Imavov. Pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, combattant français de 28 ans. Il est présentement classé numéro 5 chez les 185 livres. Belle ascension, 3 victoires de suite. Et pour lui,
bon, il n'y a jamais de certitude à l'UFC en arts martiaux mixtes, mais il sait que s'il bat Adesanya, qui est un ancien champion, une grande vedette, qu'il est classé, qui est classé numéro 2, la suite, c'est fort probablement un combat de championnat du monde. On peut écouter Imavov là-dessus et puis on commente tout de suite après. J'étais super content, même si quelque part je m'attendais à que ça soit un gros combat qu'il allait venir, parce que quand même j'étais sur 3 victoires en 7 mois, 3 top 10, donc je pensais que je méritais. Donc voilà, une fois qu'il y a eu la nouvelle, on était très content avec ma team, très très heureux. C'est un peu au même niveau, on va dire. Bien sûr, la ceinture, c'est l'objectif, hein, mais c'est par cette étape-là qu'il faudra passer. En fait, après cette étape, je pense que ça va être la ceinture. Je suis même certain. Donc voilà, et le deuxième court extrait, c'était... en fait, c'est parce qu'il avait demandé un combat de championnat du monde dans l'octogone. Il a battu Brendan Allen à Paris, c'est au mois de septembre, et dans son entrevue d'après-combat, je suis rendu à un combat de championnat du monde, c'est ce qu'il avait exigé. On lui donne Adesanya, c'est pas... en tout cas, pour un prix de consolation, c'est quand même spectaculaire. Là. Je veux dire, il est pas déçu, là, clairement. Là. Non, il est pas déçu. Puis, tu sais, selon moi, c'est un accès rapide au combat de championnat, comme tu l'as mentionné. Là. Le dernier combat, il a battu Brendan Allen, qui était sur 7 victoires consécutives. Mm-hmm. On s'attendait à ce que Brendan Allen combattre éventuellement pour le titre. Il a gagné. Imavov, c'est un combattant qui est super complet. Là. 6 KO, 4 soumissions, a eu des décisions aussi. Donc vraiment, je pense que ça peut être un combattant qui peut donner du fil à retordre à Adesanya, considérant qu'il est pas juste bon debout. Il est capable d'aller au sol, capable de lutter. Donc, est-ce qu'il va utiliser ces outils-là contre un combattant comme Israël Adesanya? Ça serait important. Je lui ai posé la question de son plan de match. On y revient dans quelques instants parce que, bon, pour revenir à ce potentiel combat de championnat dans la mire d'Imavov, faut se rappeler que le titre des moyens est en jeu la semaine prochaine aussi. À l'UFC 312, le 8 février en Australie, Dricus du Plessis va défendre sa ceinture contre Sean Strickland. Il y a un gars qui s'appelle Khamzat Chimaev, qui est invaincu dans sa carrière, qui lui dit « C'est à mon tour aussi d'avoir une chance pour le titre à 185 livres. » Donc, je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'on va faire tout de suite si Imavov l'emporte ou si Adesanya, en tout cas, est-ce que la personne qui l'emporte cette fin de semaine entre Adesanya et Imavov obtient tout de suite une chance au titre? Ou est-ce qu'on fait un autre combat, un véritable combat éliminatoire avec Khamzat Chimaev contre le gagnant de cette fin de semaine? Bref, ça va être intéressant parce que Chimaev, ça va être un personnage un peu controversé et fait pas toujours ses devoirs, notamment à la pesée, mais à 185 livres, c'est moins dangereux. C'est un gars qui le mérite aussi avec ses performances. C'est sûr qu'avec la dernière performance que Chimaev a donnée contre Robert Whittaker, qui était une légende à 185 livres. Ah, il l'a détruit. Ça n'a pas été long. Donc, au premier round, vraiment, domination complète. On a même pu voir vraiment des grosses séquelles au niveau de la mâchoire de Robert Whittaker. Donc, Chimaev, oui, est dominant, mais je le trouve pas assez actif. C'est vrai. Il se bat, par la suite, on n'entend plus parler de lui. Là, il va revenir, il demande tout de suite un combat de championnat. Je donnerais la place au gagnant. Si Imavov est capable de gagner ce combat-là contre Israël Adesanya, je lui donnerais la chance au titre. C'est ce que pense Imavov. Il dit, l'UFC me l'a pas dit de cette façon-là, mais on m'a fait un peu comprendre que c'était ce qui s'en venait si j'étais pour battre Adesanya. OK, à quel genre? On parlait de la motivation potentielle d'Adesanya, qui lui, à 35 ans, veut rester dans le portrait là aussi. Là. Clairement, Imavov le prend pas à la légère. Là. Il s'attend quand même s'il n'y a pas de titre en jeu, à un adversaire qui va être motivé. Je m'attends à un Adesanya très très solide, très déterminé, à un Adesanya comme contre Gastelum, prêt à mourir. Donc voilà, c'est ce Adesanya que j'ai envie de battre. Et comme ça, derrière, il y aura aucun doute. Et je pense qu'il va venir déterminé et il va venir très très fort. C'est intéressant ce qu'il dit aussi. Je veux laisser aucun doute. S'il bat Adesanya en pleine possession de ses moyens, ça prouve qu'il a sa place en combat de championnat. S'il bat Adesanya qui est mal préparé, qui est pas motivé, certaines personnes vont dire « OK, ouais, tu viens de battre un gars de 35 ans qui n'a plus rien. » Oui, c'est sûr, mais ça reste qu'Israël Adesanya a fait son nom. T'sais. Les 3 dernières défaites qu'il y a eu, c'est contre Sean Strickland, Dricus du Plessis et Pereira. Donc, c'est des gros noms, c'est les meilleurs dans le monde, dans la catégorie des 185 livres. Donc, selon moi, victoire contre Adesanya, que ça soit une victoire
convaincante ou non, ça reste une victoire contre un des meilleurs. Il mérite sa place. Il faisait des blagues avec les journalistes à Adesanya. Il dit « Je suis rendu un gatekeeper. » Pas tout à fait. En tout cas, je pense pas. Je pense que quand t'as le statut d'Adesanya, tu peux jamais redescendre au statut de gatekeeper. Non, pas à ce niveau-là. Revenons-y au plan de match, parce que je lui ai demandé, là, on connaît le talon d'Achille d'Adesanya, c'est la lutte, c'est le sol. Je lui ai demandé clairement, est-ce que c'est le plan de match Nassourdine Imavov? Écoutons sa réponse. La clé, c'est d'être le plus complet possible. C'est de jouer sur les deux niveaux, que ça soit au sol ou en striking. Montrer que, voilà, d'amener c'est la nouvelle génération, on sait tout faire. Et l'ancienne génération, ils sont un peu en retard sur ça. Faire du MMA, faire de boxer pour lutter pour boxer. Et il va tout voir dans ce combat. Est-ce qu'à 35 ans, Israël Adesanya fait partie de l'ancienne génération? Je considère pas qu'Israël Adesanya fait partie de l'ancienne génération parce que, selon moi, il est dans la nouvelle génération. Par contre, c'est vrai que ça peut sembler être un combattant unidimensionnel. T'sais, on le sait, sa lutte, ça n'a jamais été sa force. Donc, selon moi, la clé du succès pour Imavov, c'est d'aller travailler avec, comme il l'a mentionné, mélanger la boxe et la lutte. Peut-être pour pouvoir toucher, améliorer ses frappes debout. Si Adesanya a vraiment l'inquiétude de se faire amener au sol, c'est là que les opportunités vont pouvoir se créer. Là. OK. Le rythme du combat, les qualités athlétiques, la condition physique. C'est une des choses qu'on reproche à Nassourdine Imavov. Son dernier combat contre Arnold Allen, c'était un combat de 5 rounds, c'était une finale. Non, en fait, c'est pas vrai. Contre Brandon Allen, je suis pas sûr que c'était un 5 rounds ou un 15 ou un 3 rounds, mais de toute façon, à la toute fin, les deux étaient vidés. Là. Et on se demande si Imavov est capable de soutenir un tel rythme. Il a déjà quelques combats de 5 rounds à son actif. Selon lui, vous allez l'entendre, là, c'est pas un enjeu. Oui, on a travaillé là-dessus, mais on travaille ça à tous les camps. Et on le sait que c'est important. Surtout si on veut lutter, il faut avoir une condition physique impeccable. Donc lui, il ne juge pas que c'est une de ses faiblesses nécessairement. Comme pour chaque combat, on travaille tous les aspects, mais là, on a mis un petit accent sur le cardio. Mais on a aucun doute. On n'a aucun doute. J'ai déjà fait 3 combats en 5 rounds et j'avais pas de problème cardio. Et c'est la gestion de combat. Je suis fatigué, mais mon adversaire est très fatigué aussi. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent les gens, c'est que le moment où j'ai affronté Cannonier, c'est sur ça qu'ils ont mis l'accent. Ils ont dit que j'avais un faible cardio et c'est sur ça qu'il va jouer. Et moi, j'ai répondu que c'est le rythme du combat. Si je suis fatigué, tu vas être encore plus fatigué. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a aucune inquiétude pour le cardio. Bon, je viens de vérifier, c'était une demi-finale là, à Paris contre Brandon Allen et c'était 15 minutes. Bref, t'as déjà été dans une cage, là, dans l'octogone. À quel point c'est difficile physiquement de se battre pendant 15 minutes à un rythme élevé, Yohan? Surtout lorsqu'on mélange le combat debout, la lutte, on va au sol. Lorsqu'on mélange vraiment ces 3 disciplines-là, c'est vraiment là que le cardio vraiment est affecté. J'ai vraiment hâte de voir parce que comme on l'a mentionné au début, Imavov affronte un combattant qui l'a inspiré, Adesanya. Est-ce que ce facteur-là va augmenter le stress? Parce qu'on le sait vraiment, le stress, c'est un grugeur d'énergie qui est incroyable. Mm-hmm. Donc vraiment, j'ai hâte de voir est-ce qu'il va être en mesure de contrôler ses émotions parce que ça, c'est un gros facteur qui peut jouer là-dedans. Là. Prédiction, rapido? Je pense qu'Adesanya peut nous surprendre puis sortir avec une belle victoire. Là. Et ça le remettrait encore une fois dans la discussion pour un éventuel combat de championnat, qui sait, soit contre Sean Strickland ou Dricus Duplessis. La semaine prochaine, au podcast, on va bien sûr mettre la table pour ce gros UFC 312 le 8 février où cette ceinture sera en jeu. Voilà pour la finale de cette fin de semaine à Riyad. Parlons de la demi-finale. Shara Bullet Magomedov contre Michael Venom Page, deux combattants du top 15. Encore une fois, on est chez les moyens, donc à 185 livres. Quel personnage, ce Shara Magomedov. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est invaincu, 15 victoires, aucune défaite, 4-0 à l'UFC. C'est un gars du Daghestan. On se dit, ça va être un gros lutteur. Le gars ne lutte pas pantoute. C'est un spécialiste de boxe thaïlandaise, de Muay Thai. Donc déjà là en partant c'est comme un petit peu c'est particulier en fait.
Mais c'est pas l'affaire la plus bizarre avec lui. C'est que le gars se bat avec un seul œil. Là. Honnêtement, on connaît l'histoire de Michael Bisping, mais Magomedov, un jeune combattant comme ça, pratiquement aveugle d'un œil, c'est du jamais vu. Là. C'est du jamais vu, tu sais, puis c'est vraiment un personnage, là. On le voit, en plus qu'il manque un œil, il arrive avec son bandeau de pirate, veut vraiment sortir de l'ordinaire avec ce sa grosse barbe rousse. Sa grosse barbe rousse, exactement. Puis, par contre, je vais lancer des paroles, là. Je pense pas qu'il a été testé. J'ai pas l'impression qu'il a été testé encore. Il a une belle fiche. Il est arrivé à l'UFC. Les noms qu'il a affrontés, c'est pas nécessairement des gros noms. OK, à son dernier combat, belle victoire avec les coups de poing renversés, Ouais, le double coup de poing renversé. Un des plus beaux KO de 2024. Là. On va quand même lui donner ça. Vraiment spectaculaire. Il se battait contre Petrosian, si je me trompe pas. Arman Petrosian. Arman Petrosian, mais selon moi, il n'a pas été testé encore. Donc, Bruno Silva, décision unanime à ses débuts à l'UFC en 2023. Antonio Trocoli par KO 3e round en juin 2024. 2 mois plus tard, même pas. Michael Oleksiejczuk par décision unanime. Et son dernier, en octobre 2024, Armen Petrosyan, ce fameux KO avec les doubles coups de poing renversés. Et là, on lui donne un gars, Michael Venom Page, c'est un ancien combattant de Bellator, un gars qu'on voyait comme une super méga vedette, qui n'a jamais réussi à vraiment remplir tout le potentiel qu'on voyait en lui, là. Respecter ses promesses et tout ça, mais ça va être un combat debout, donc ça va être intéressant de voir lequel des deux va avoir le meilleur combat debout là aussi. Exactement. Puis, tu sais, Michael Venom Page, on le sait, c'est un combattant qui a beaucoup de millage. 22 victoires, 3 défaites, c'est beaucoup de millage. Il a fait son nom avec Bellator dans le temps. Par contre, un aspect qui peut vraiment changer la donne dans ce combat-là, ça va être au niveau de la portée. 79 de portée pour Michael Venom Page contre 73 seulement. Donc, on a quasiment un 6 pouces de différence. Puis on le sait, Venom Page, il aime ça, la distance. C'est quelqu'un qui a un style vraiment karatéka, bouge beaucoup ses pieds, toujours en distance. Donc, j'ai hâte de voir comment Magomedov va pouvoir gérer le style de Venom Page, parce qu'on le sait, Venom Page, les mains sont basses. Donc, c'est un style qui est assez unique, là. Tout à fait. Puis le style karatéka, tu le mentionnes bien, là, les mains basses quand même, frappe vers la boue. Si vous connaissez Steven Wonderboy Thompson, là, un peu le même style de combattant. Et c'est un peu ce que Magomedov disait aussi dans ses entrevues. Il dit regardez, il est très bon striker, il est rapide, tout ça, mais il frappe pour toucher la cible. Il frappe pas pour faire mal. La différence entre moi et lui, c'est que moi, quand je frappe pour faire mal, pour finir les combats. Lui, il frappe pour toucher, marquer des points, gagner des décisions. Je suis pas complètement en désaccord avec lui. Reste à voir qu'il faut quand même qu'il s'approche, comme tu dis, et qu'il réussisse à placer ses grosses frappes. Puis revenir sur l'œil. C'est l'œil droit de Magomedov. C'est un accident qu'il y a eu en sparring en Thaïlande. Il n'a jamais réussi à guérir. Il y a eu des traitements, tout ça. Il n'a jamais réussi à guérir son œil. Il est aveugle complètement. C'est pas clair. Okay. C'est pas clair. Il y a des articles qui disent que oui, des articles qui disent qu'il est pratiquement aveugle. Clairement, il est très affecté. On le voit, là, son œil est tout blanc. Là. Il n'y a presque plus de pupille. Donc, est-ce qu'il voit un petit peu? Il laisse planer un peu le mystère. Je pense que ça fait partie un peu du personnage aussi. Mais ça fait en sorte qu'il peut pas se battre aux États-Unis. Il s'est battu. Okay. C'est son 5e combat à l'UFC. Ouais. Les 5 ont eu lieu. Les 4 premiers ont eu lieu au Moyen-Orient. Même chose pour cette fin de semaine à Riyad. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une commission athlétique en Amérique du Nord qui va lui donner la permission de combattre ici. Donc, effectivement, là-bas, visiblement, on est un petit peu plus... plus louche un petit peu. Ouais, ben il y a des endroits, même, je sais pas si c'est le cas à Riyad, mais il y a des endroits où l'UFC s'auto-réglemente. Okay. Des endroits où il n'y a pas de commission athlétique et tout ça, et c'est l'UFC qui arrive avec un peu ses propres règlements et ses propres règles de sécurité. Je sais pas si c'est le cas à Riyad, mais clairement, ce gars-là ne peut pas se battre à Montréal. Là. Jamais la régie va le laisserait compétitionner. Certainement pas à Montréal, non. On a déjà vu ça en boxe. Là. C'est arrivé aux examens médicaux d'une boxeuse contre Kim Clavel, si je me trompe pas, il y a quelques années où on s'est comme rendu compte que la fille était aveugle d'un œil. Tu sais. Elle l'avait pas dit elle avait menti dans ses formulaires. On s'en est rendu compte. Bref, c'est comme rocambolesque qu'en 2025, on laisse un gars comme ça combattre. Je parlais de Michael Bisping. Bisping était pratiquement aveugle d'un œil. Aujourd'hui, il y a vraiment une... je pense que lui aussi, c'est son œil droit. Un œil de vitre, je pense. Un œil de vitre. Ouais, c'est ça, un œil, une prothèse, là. Ouais.
Mais à l'époque, il avait pas sa prothèse, mais Je pense que personne ne le savait à l'époque. il mentait. Exact. Il mentait. Il dit, je réussis à passer mes examens médicaux, mais de peine et de misère en guessant des réponses, là, tu sais, un petit peu, ou en prenant des chances. Il dit qu'il avait à peu près 10% de sa vision quand il se battait. Wow. Puis il est devenu champion du monde quand même. Quand même. Donc, Bisping est une des inspirations de Magomedov. On peut comprendre pourquoi. Wow. Mais ça demeure quand même rocambolesque comme histoire. Est-ce qu'il va être capable de battre Michael Venom Page en fin de semaine? J'ai hâte de voir quand même. Mais un gars à découvrir et à suivre. C'est un bon combattant et tout ce qui l'accompagne est assez, c'est impressionnant. assez funky aussi. Là. Duel chez les poids lourds. Sergei Pavlovich, classé 4e, contre Jairzinho Rozenstruik, classé 9e. Ce combat-là se rend pas jusqu'à la fin. Là. Wow, c'est deux cogneurs, deux gars qui frappent extrêmement fort, lourd. Si ça fait 3 rounds, tout le monde va être surpris. Ça va être parce qu'ils sont pas frappés. Et il y a eu des combats chez Derek Lewis contre Francis Ngannou. Les deux gars se respectaient trop. Ils ont pas voulu prendre de risques. Ils ont pas voulu prendre de risques. C'est le seul scénario où on voit ça pas se rendre à la limite. Là. Regardez ça. 15 KO pour Pavlovich a 18 victoires au total, 15 par KO. Rozenstruik, 15 victoires au total, 13 par KO. Pavlovich, il était sur toute une séquence. On le voyait... Devenir champion du monde. Ouais. On le voyait. Je pense que c'est Thomas Aspinall qui a fait dérailler son train. Exactement. 2 défaites consécutives pour Pavlovich. Par contre, c'est des gros noms. Thomas Aspinall puis Volkov. Alexander Volkov, c'est 2 gros noms. Donc, tu sais, perdre contre deux combattants comme ça, OK, oui, ça fait mal à l'affiche, mais ça c'est pas comme Rozenstruik qui... Ces 2 dernières victoires contre Tai Tuivasa puis Gaziev, c'est des gars qu'on connaît un petit peu, mais pas plus que ça. Donc vraiment, la qualité des adversaires est différente. Ouais. Pavlovich a affronté les meilleurs dans le monde. Rozenstruik, écoutez... On le voyait, il a commencé sa carrière en feu. Puis lui, c'est Cyril Gane, en fait, qui c'est ça, il a pogné son mur avec Cyril Gane à l'époque. Là. Complètement. Depuis ce temps-là, il a perdu 5 de ses 8 derniers combats. Donc vraiment, il a gagné ses 2 derniers combats, oui, mais était pas sur une pente montante à l'UFC. Là, on lui donne Pavlovich. Gros duel de cogneurs. C'est quand ça, il revient dans le top 5. Là. Oui, exactement. Puis encore là, grosse différence de portée entre les deux. 84 au niveau de la portée pour Pavlovich, 78 seulement pour Rozenstruik. Donc, à ce niveau-là, ça fait la différence. Là. Ça va me permettre de faire une petite parenthèse, parce que là, les lourds, c'est un peu dans les limbes là, ou en suspens, parce que John Jones, qui a la ceinture, veut pas affronter son aspirant obligatoire ou son aspirant numéro 1, Thomas Aspinall, pour une raison monétaire, pour des raisons un petit peu de marketing et tout ça. Puis il joue un peu la carte du gars qui se laisse désirer, là, mais qu'est-ce que tu penses de toute cette situation-là? Est-ce que l'UFC va sortir le chéquier pour convaincre John Jones d'affronter Thomas Aspinall, ou est-ce qu'Aspinall, justement, est trop dangereux pour John Jones qui tente de conserver là, son statut de gars invaincu, là, parce que sa seule défaite, c'est par disqualification? C'est certain que John Jones, c'est un combattant qui est intelligent. Donc, il sait que Aspinall, ça va être un combat qui peut être très risqué. Par contre, John Jones, un lutteur incroyable, donc il pourrait être en mesure de gagner ce combat-là contre Aspinall. Au stade où il est, avec la notoriété qu'il a, c'est sûr qu'il demande le gros chèque pour affronter Aspinall, parce que ça pourrait être clairement son dernier combat. Est-ce que je veux voir ce combat-là? Certainement. Est-ce que j'aurais peur que John Jones perde toute sa prestance contre un combat contre Aspinall? Peut-être, oui. C'est possible. Aspinall. C'est ça. Puis Jones en est conscient. Aspinall, c'est un athlète. Là, c'est tout ça? Un athlète, un jeu de pied incroyable, une force de frappe incroyable. Donc vraiment, puis tu sais, au sommet de sa forme. On le sait, John Jones n'est peut-être plus le combattant qu'il était. C'est un bon point. OK, autre combat intéressant en rafale. Là, nous, on va faire ça en une minute. Le Saïd Nurmagomedov contre Vinicius Oliveira. Les deux ont seulement 3 défaites. Là, donc, combat intéressant, 135 livres. Mais je veux t'entendre sur la Canadienne Jasmine Jasudavicius. Tu la connais, tu l'as déjà croisée. Ouais. Vous êtes déjà battus sur les mêmes cartes. Elle est sur toute une séquence, elle, chez les poids mouches, à 125 livres. Elle affronte une ancienne challenger, une fille qui s'est battue en combat de championnat du monde à 135 livres, toutefois. Mayra Bueno Silva. Belle opportunité, donc, pour la Canadienne Jasudavicius. Jasmine qui s'entraîne au Niagara Top Team, qui là a fait une partie de son camp d'entraînement en Thaïlande pour essayer d'améliorer son combat debout. On le sait, c'est une lutteuse hors pair. Okay. Elle est très résiliente, elle est très durable. Elle a 7 décisions dans tous ses combats. Sa lutte, c'est sa force. Bueno Silva
avantage au niveau du jiu-jitsu brésilien, termine beaucoup ses combats au niveau du jiu-jitsu. Par contre, est-ce qu'elle va être capable d'amener Jasmine au sol? C'est une autre histoire, parce que Jasmine, vraiment, là, a une grosse lutte avec son équipe au Niagara Top Team, Niagara Falls. Combat très intéressant, une grosse victoire de Jasmine l'approcherait du top 5. Là. Ouais, assurément, parce que Bueno Silva est classé 7e. Je le disais, retour à 125 livres pour Bueno Silva. Première fois depuis 2021 qu'elle redescend chez les mouches. Elle était chez les poids coqs. Surveillez la pesée. Ouais. Surveillez la pesée. Une fille qui n'a pas fait 125 livres depuis 4 ans maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas de pépin. En tout cas, puis si elle ne réussit pas le poids, ce sera un petit peu d'argent de plus dans les poches de Jasmine. Exactement. On ne souhaite pas le malheur à personne, mais bref, surveillons ça demain, la pesée pour l'UFC. L'UFC Riyad, voilà, mettant en vedette Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. On a une petite discussion, c'était pas prévu, c'était même impromptu là, la semaine passée, lors de notre premier épisode. On a parlé du GOAT. J'ai failli me faire lancer des rushs un petit peu. Ça réagit quand même. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Certainement. Les gens ont donné leur opinion. Et ce sont toujours des discussions qui font réagir. Ouais. Avec raison. Rappelle-moi, ton top 3, c'était Khabib numéro 1? John Jones numéro 1. OK. Khabib numéro 2. Puis Georges numéro 3. Oh là là. Georges Saint-Pierre au 3e rang. Je pense que c'est peut-être ça. C'est une erreur. Tu regrettes? Un petit peu. Mais ça nous a donné quand même l'idée de... En fait, c'est ton idée. On va te donner le crédit, Johan. Tu t'entraînes maintenant au Tristar. Oui, en plus, c'est sa maison. Ouais. Il met Georges, le gars qui a bâti le Tristar. J'ai pas pensé. J'étais allé trop vite. Là. Oh là là, c'est pas grave. Mais t'étais donc là-bas pour l'entraînement cette semaine. Ouais. Écoutez bien le top 1 de tous les gars. Ouais, c'est ça, exact. Écoutons le top 3 des membres du fameux Tristar Gym de Montréal. Avec le meilleur coach d'arts martiaux mix dans le monde, Firas Zahabi du Tristar Gym. OK, we're here with Calvin Kattar, Ayman Zahabi, les 3 meilleurs combattants de tous les temps, Firas. Best street fighter of all time. 1, Georges Saint-Pierre. 2, Khabib. 3, Fedor. For me, number 1, George St. Pierre. Maybe a little bit biased, but here, Jose Aldo and Demetrius Johnson. They're my top 3. Ton top 3 des GOAT, Ayman? Pour moi, c'est facile. Le numéro 1, c'est GSP. Le deuxième, c'est Fedor Emelianenko. Et le troisième, pour moi, c'est Khabib. Of course, you gotta go with George St. Pierre, Calvin Kattar, and John Jones. Rob Font, Ayman Zahabi, Firas Zahabi. Merci beaucoup, coach. Voilà, merci, Johan. Et là, pour ceux qui sont en audio seulement, vous avez bien sûr entendu Firas Zahabi, son frère Ayman, qui est dans le top 15 à 135 livres. Il y avait aussi Arnold Allen, combattant de l'UFC, Rob Font et Calvin Kattar, qui sont 2 Américains qui viennent se battre ici. Et 2 best buddies, là. Ouais. 2 gars qui sont toujours ensemble à l'entraînement. C'est beau de les voir aller. Puis rapidement, le Calvin Kattar qui est comme le garçon gentil, super poli. Rob Font qui est comme un petit peu plus beaucoup de style, beaucoup d'attitude. Le bad boy. Oui, j'ai adoré les avoir leur parler puis échanger avec eux. Là. Et puis les deux se sont nommés, là, je pense. Kattar a nommé Rob Font comme un des meilleurs combattants de l'histoire et Font a nommé son ami Calvin Kattar. Mais vous aurez compris que, bien sûr, à l'unanimité, c'est pratiquement Georges Saint-Pierre. Ayons là la discussion encore une fois. Et je peux te donner les miens, si tu veux. Certainement. J'hésite. Je suis même pas capable de me décider. J'y ai pensé en plus cette semaine. Je pense que je vais mettre John Jones numéro 1. Let's go. Parce que... Et moi aussi, je vais me faire pitcher des rushs. Là. C'est ça l'affaire. OK, écoute, j'ai des arguments pour John Jones. Ce qu'il a fait dans la cage, c'est tout simplement incroyable. Double champion dans 2 catégories. À mes yeux, invaincu. Parce que là, en plus, quand il a perdu par disqualification contre Hamill, c'était pour des coups de coude. Exactement. Qui étaient illégaux à l'époque. Des coups de coude 12-6. Exact. Qui sont aujourd'hui légaux. Il y a des gens dans les commissions athlétiques, notamment Andy Foster de la commission athlétique de la Californie, qui dit si on me faisait la demande officielle, je serais prêt à renverser la décision de l'époque et redonner une victoire à John Jones. Pour qu'il ait une fiche intacte. Parce que l'arbitre avait... Exact, pour qu'il ait une fiche parfaite. Et l'arbitre avait pas... À mon souvenir, l'arbitre avait pas fait un travail incroyable. Non, exactement. Il n'y avait pas vraiment eu d'avertissement. C'est ça, le combat s'était arrêté rapidement. Tu sais, donc, ouais. Bon. Mais ce gros nuage noir au-dessus de sa tête qui sont tout ce qu'il a fait, ses déboires avec la justice, ses déboires à l'extérieur de l'octogone et
Scandale de dopage. J'hésite vraiment à le mettre numéro 1 juste à cause de ça, même s'il a été blanchi ou il a purgé ses peines, tout ça. Georges, 2 défaites, c'est ce qui joue contre lui. Mais comme dit mon chum Pat Côté, il les a vengés, ses défaites. Oui. Il a perdu contre Matthews, il a regagné par la suite contre Hughes, il a perdu contre Matt Serra, il a rebattu Serra par la suite. Donc, il a jamais perdu contre un gars qu'il a jamais vaincu ensuite. Donc, peut-être que pour ça, on devrait mettre George numéro 1, juste pour ça. Honnêtement, c'est quoi, peut-être ex aequo, là, dans ma tête. Habib, je pense que je le mettrais même pas dans mon top 3. OK. Parce que... Intéressant. Parce qu'il a sa longévité, puis il a pas défendu son titre assez souvent à mes yeux. J'ai 3 défenses de titre, alors que Georges, on le sait, a été champion à maintes reprises. À maintes reprises. John Jones aussi. Je mettrais Anderson Silva numéro 3. Je trouve qu'on oublie Anderson Silva à cause de sa fin de carrière. Il est resté beaucoup trop longtemps. Je suis d'accord. Mais il n'y avait pas grand monde de plus dominant qu'Anderson Silva quand il était au sommet. Ah oui, on se souvient de ses performances spectaculaires là, qu'il a fait. C'est un combattant qui était très spectaculaire, oui. Moi, ce que j'aime de John Jones, de Khabib, de Silva, c'est que c'était des gens qui terminaient leur combat. Georges Saint-Pierre, un autre critique peut-être. Statistiquement, un des meilleurs dans le monde, certainement, avec une intelligence de combat comme peu sont capables d'avoir. Il savait quand emmener le combat au sol, il savait quand c'était le temps d'échanger debout. Par contre, beaucoup de décisions pour Georges Saint-Pierre, spécialement en fin de carrière. On voit un Khabib qui termine ses combats rapidement, John Jones qui termine ses combats rapidement. Donc, moi, c'est vraiment ça qui a fait qui a penché dans la balance pour moi. Là. Écoute, je me rattrape. Georges est numéro 1. Tu peux pas mettre John Jones numéro 1 à cause des scandales. Les scandales, c'est ça. Quand tu te mets à penser à ça, ça prend trop de place. C'est trop un gros c'est trop un gros astérisque à son dossier, alors que tous les autres l'ont fait de façon propre. Fedor, on voit que les phrases à Abby, on a mis Fedor Emelianenko, puis là, je voulais regarder. C'est un autre aussi qu'on oublie un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être qui sont des fans un peu plus récents, peut-être des arts martiaux mixtes. Fedor, jusqu'à 2009, était... champion Pride? Il a été champion Pride. Il a été champion de Strike Force. Fedor, certainement, une des plus grandes... un des plus grands visages des arts martiaux mixtes dans le monde, puis pas seulement aux États-Unis. Partout dans le monde. Il s'est battu en Asie, il s'est battu aux États-Unis. C'est ça. En fait, c'est qu'il a fait sa carrière surtout à Pride. Là, je regarde ça, effectivement. Là. Et puis, là, il était jusqu'en 2009, il était 31-1. Wow. Alors qu'il est passé justement à... C'est ça. Il est passé à Strike Force... il est passé à Strike Force en 2009, c'est ça. C'est un autre combattant, Mais après ça, sa fin de carrière, c'est ça. Exactement. Quelques défaites, là, c'est ça. Quand les gars sont pas capables de prendre leur carrière, de prendre leur retraite rapidement, ils s'attachent à leur succès, ils s'attachent à leur soif de vaincre. Donc, ils veulent toujours continuer à combattre. Puis c'est là, souvent, que malheureusement, il y a une tâche qui se fait sur leur nom. Comme on l'a mentionné, Anderson Silva voulait pas prendre sa retraite, continuait de se battre tout le temps. Donc, tu sais, des combattants comme Khabib, OK, oui, il s'est retiré jeune, mais il s'est retiré au sommet, champion, invaincu. Donc, c'est souvent la dernière impression qu'on a. Regarde, il y a 48 ans, puis son dernier combat remonte à 2023. Là. Fait que, regarde ça comme tu veux, là, il s'est battu à 45-46 ans. Wow. Donc, longévité, bravo, mais c'est ça. Peut-être, comme Georges a accroché ses gants au bon moment, en étant champion. Ouais. Il s'est retiré vraiment au sommet. N'hésitez pas à nous écrire, à communiquer avec nous sur nos médias sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, pour nous dire qui sont votre top 3. Quel est votre top 3 exactement des meilleurs combattants de tous les temps à vos yeux? Avant de passer aux actualités, Johan, je veux juste dire faire un petit coucou. Et tu vas apprendre à les connaître. Nos amis de chez les Turcs, des gros fans de l'UFC au Québec, nous écoutent depuis plusieurs années. Ce sont des Français qui nous écoutent. Quand on fait des galas sur les ondes de TVA Sport et qu'on faisait des galas sur les ondes de RDS, avant, nous écrivaient tout le temps. Quand je faisais un podcast avec Pat Côté, nous avaient envoyé des petits cadeaux aussi. Donc, les gars de chez les Turcs, considérez-vous
saluer les amis et merci encore de nous suivre dans nos nouvelles aventures. Vous allez voir, vous allez apprendre à connaître Yohan, le White Lion. Vous allez l'aimer. Je vous garantis, vous allez l'aimer. Passons aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. OK, première nouvelle. Dan Hooker contre Justin Gaethje. Ça va avoir lieu dans quelques semaines. Et là, on apprenait cette semaine, ça va être en demi-finale de l'UFC 313, si je ne m'abuse. Oh! Et ça va être un combat de 5 rounds. Wow! Et Dan Hooker, en entrevue cette semaine, disait à la blague, il dit, je pense que l'UFC veut voir quelqu'un mourir dans l'octogone. Et on n'arrivera pas là, c'est sûr, mais si ça serait à la limite et si c'est une guerre de 5 rounds, honnêtement, là, tu regardes le match-up potentiel combat de l'année. Là. Ouais, certainement. Écoutez, si vous n'avez pas vu le combat entre Dan Hooker et Dustin Poirier, c'était 5 rounds, un combat incroyable. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est le menton de Justin Gaethje. Après le dernier KO spectaculaire contre Max Holloway, on l'a vu. 4,59 du 5e round. C'était un des KO les plus incroyables qu'on a vu dans l'histoire de l'UFC. Clairement, 2 gars qui vont échanger debout, qui n'iront pas lutter. 2 combattants très spectaculaires avec des bonnies de performance à leur fiche. Un combat de 5 rounds, c'est tout un co-main event. Makhachev veut affronter Dricus du Plessis. En fait, veut pas l'affronter. A dit, si je devais affronter Dricus du Plessis, je pourrais le battre à 185 livres. Et pourquoi pas devenir un jour le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Il est déjà champion, bien sûr, à 155 livres. Pourrait potentiellement le devenir à 170 s'il le désirait. Mais là, il va même jusqu'à dire qu'il pourrait battre le champion à 185 livres. J'ai parlé à Dricus du Plessis. On va vous présenter des extraits la semaine prochaine en vue de son prochain combat. Puis lui dit, écoutez, là, ça fait des bons titres d'articles, mais moi, j'étais un gros 185 livres. Lui, c'était un gros 155 livres. Là. Mais moi, j'étais un gros 185. Size matters, là, à un moment donné. Là, si on va dans l'octogone avec 20-30 livres de différence, ça va paraître. Je suis d'accord. Est-ce que Makhachev serait capable de faire ça? Je pense qu'il a tout à gagner. Avec ce qu'il fait en ce moment, clairement, il est dominant. S'il est en mesure d'aller chercher la ceinture contre Belal à 170 livres, ça serait incroyable de le voir à 185 livres. Est-ce que c'est ça que l'UFC, est-ce que c'est ça que lui va vouloir faire? Parce qu'il a même pas, il a jamais mentionné 170 livres. Il est passé directement à 185 livres. Donc, sauter de 2 catégories, c'est assez intense. À suivre. Donc, avant de parler de Conor McGregor, 2 autres petits sujets. Joe Rogan qui veut éliminer les coupes de poids extrêmes. Il a dit, et t'en as parlé ça aussi la semaine passée, c'est vrai? Ouais. Ça prendrait plus de catégories de poids et des catégories de poids 10 livres. Surtout dans les catégories plus lourdes, on passe de 155 à 170, donc 15 livres. Et après ça, on passe de 170 à 185, 15 livres encore, et de 185 à 205, 20 livres. C'est énorme, mais il y a une grosse disparité de poids entre les combattants. Donc, des gars qui doivent couper énormément de poids comparé à d'autres, tout ça. Je suis complètement d'accord. Puis souvent, comme on le sait, c'est pas les 10 premières livres qui vont être difficiles à couper, c'est les 5 dernières. Donc, vraiment, d'aller chercher une catégorie à 165, 175, 185, 195. Premièrement, ça disperserait un petit peu les combattants. On aurait plus de combattants dans chaque catégorie. On aurait plus de combats de championnat du monde aussi. Exactement. Puis, à se mettre sous la dent. Je pense que pour la santé des combattants, c'est une priorité et j'espère et je souhaite que dans les prochaines années, ça soit pris en considération. Est-ce que tu as entendu parler de Global Fight League? Un petit peu, ouais. Nouvelle organisation qui a vu le jour officiellement dans les dernières semaines. Il y avait, et c'est la première organisation qui est basée sur un système d'équipe. Il y en a 6, si je ne m'abuse, basés un peu partout dans le monde et il y a eu un repêchage vendredi passé. Et c'était le free for all. Ouais. D'un, on a appris que le repêchage avait déjà été fait. Les résultats étaient connus d'avance. Le show du repêchage était déjà... Il n'y avait rien de live là, dans tout ça. Et l'affaire la plus loufoque, c'est que Rashad Evans, un des combattants qui a été repêché, a dit « Hey, j'ai jamais donné mon accord pour participer à ça. Wow. Moi, là, tout ça. » Fait que, honnêtement, c'est pas parti... Du bon côté. Si on veut rivaliser, c'est difficile de rivaliser avec l'UFC. Là, ouais, clairement. Qui est la grande organisation. T'as des PFL qui a acheté Bellator, qui commence à se faire un nom et tout ça.
ça va être difficile pour une nouvelle organisation d'arriver puis commencer comme ça avec des ratés là, de ce type-là. Ben, c'est bon que tu le mentionnes parce que c'est tous les gens qui viennent de sortir de l'UFC qui se ramassent avec cette organisation-là. Donc, souvent, ça va être des vétérans, des gens qui sont en fin de carrière. On l'a vu au premier repêchage, un des premiers qui a été repêché, Tyron Woodley. Donc, tu sais, ça en dit long. Est-ce que vraiment c'est pour l'argent qu'ils font ça? Est-ce que c'est pour essayer de redonner un deuxième souffle à des combattants qui sont en fin de carrière, qui aimeraient continuer à combattre? J'ai hâte de voir, mais pour le moment, ça s'annonce pas très bien pour cette organisation-là. Et beaucoup de vieux combattants, écoute ça, j'ai des statistiques, là, l'âge moyen des combattants au sein de cette organisation-là, 35,7 ans. Wow. L'équipe de Miami a une moyenne d'âge de 36,7. Il y a 32 combattants qui ont plus de 40 ans. Qui ont 40 ans, c'est ça, 40 ans ou plus. C'est une ligne pour les aînés. C'est 26% des combattants. Donc, un quart des combattants a 40 ans ou plus. 61% des combattants a 35 ans ou plus. Il y a juste 15%, il y a juste 12% des combattants qui sont âgés de moins de 30 ans. Donc, voilà. C'est des noms comme minime, Rashad Evans, Tony Ferguson. Non, c'est ça. C'est beaucoup d'anciens champions. Là. Il y a Chris Weidman qui a pris sa retraite, qui a décidé de rejoindre cette ligue-là. Bref, à suivre donc, si ça vous intéresse, ça pique votre curiosité. Ça pique la mienne, juste pour voir, mais c'est une curiosité un peu malsaine parce que j'ai hâte de voir si ça va fonctionner parce que j'ai vraiment aucun intérêt à voir ces gars-là combattre encore. Non, j'avais perdu de l'intérêt à l'UFC parce que c'est des gars qui avaient dépassé leur date de péremption à mes yeux. Avec tout respect. Là, mais... On veut pas voir des Rashad Evans qui ont eu une belle carrière, des Tony Ferguson qui ont eu des belles carrières, Chris Weidman. On veut plus voir ces combattants-là approcher de 40 ans être encore dans la cage. Reposez-vous, les gars. Allez relaxer. Mettez votre énergie ailleurs. Rendu à 36-37 ans, si t'es encore pris pour te battre dans l'octogone, à moins que tu sois sur le bord d'un combat de championnat, il est temps que tu révises un petit peu tes priorités, là. Ça lance peut-être un autre débat sur les bourses que ces gars-là font durant leur carrière, s'ils sont pas capables justement de prendre leur retraite et d'avoir assez de sous pour subvenir à leurs besoins à suivre. Et j'ai gardé notre plus gros sujet, en fait, celui qui risque de faire le plus jaser pour la fin. Conor McGregor. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais à chaque fois que je parle à des gens, ils me disent tout le temps « Conor, vas-tu revenir, Ben? Qu'est-ce que t'en penses? Quand est-ce qu'on va le revoir? » Si vous me demandez à moi, retenez pas votre souffle. Conor McGregor, je pense pas qu'il va revenir à l'UFC. Et je te pose la question, est-ce qu'il a plus de chances de revenir à l'UFC ou de revenir combattre à Bare Knuckle Fighting Championship? On le voit beaucoup et c'est un des copropriétaires de cette ligue-là de boxe à main nue. Et on le voit dans tous les événements. Il commente, il est très, très, très impliqué. Et il y a même eu un face-à-face avec Jeremy Stephens lors du dernier événement. Bref, mais je pense qu'il y a plus de chances de le voir à BKFC qu'à l'UFC. Je suis complètement d'accord. Conor McGregor n'a plus sa place à l'UFC. Bare Knuckle serait bon pour lui, surtout qu'il est investisseur, qui investit là-dedans. Je sais pas s'il est investisseur, mais maintenant... il est copropriétaire. Bon, exactement. Ça lui appartient. Ça serait facile pour lui d'avoir un combat intéressant parce qu'il a le nez dans l'entreprise. Donc, il pourrait aller se chercher un combat contre quelqu'un qu'on connaît pas trop, vouloir remettre les pieds dans l'arène, aller chercher un bon montant d'argent avec ça. On le sait, Conor McGregor, c'est quelqu'un qui... C'est une machine à argent, entre parenthèses. C'est quelqu'un qui carbure à ça. Il aurait tout à perdre de retourner dans l'UFC, perdre son nom. Contrairement à aller dans Bare Knuckle, qui est un petit peu plus sa tasse de thé, combat debout. On le sait que vraiment, il fait partie de l'organisation, donc il peut aller chercher un combat. Là. Ouais, exact. Soit dit en passant, Bare Knuckle, j'étais vraiment sceptique au début. Je le suis encore, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais force est d'admettre que ils font parler d'eux. Présentent des combats intéressants, réussissent à tirer vraiment leur épingle du jeu, présentent de plus en plus de combats en Amérique du Nord aussi. Bref, ils sont actifs. Ils sont actifs. Aller chercher Conor, c'était un gros morceau aussi. Oui, puis on le sait que Conor est vraiment pesant dans l'organisation parce que Mike Perry, qui était le champion de Bare Knuckle,
a eu un petit conflit avec Conor McGregor et là, n'a plus de nouvelles de Bare Knuckle, n'est plus capable de se trouver des combats avec Bare Knuckle. Puis là, il dit, est-ce que c'est parce que j'ai eu un conflit avec Conor McGregor? Il dit, j'étais champion, j'étais la tête d'affiche de Bare Knuckle, puis là, en ce moment, je n'ai plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Donc, Conor McGregor qui a le bras long dans l'organisation. Là. Et salutations à notre Québécoise Jade Masson-Wang, qui est une combattante dans cette organisation. Bare Knuckle Fighting Championship. Voilà, mon cher Yoann, je pense que ça fait le tour des nouvelles. Peut-être que vous vous dites qu'on a manqué quelque chose. Vous avez peut-être passé que l'UFC envisagerait, on va le dire au gros conditionnel, envisagerait de revenir à Montréal. Rien. On peut rien commenter là-dessus. On peut rien dire. C'est carrément des rumeurs à ce stade-ci. Donc, on ne veut pas trop passer de temps là-dessus parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, ne serait-ce que ce serait toute une nouvelle. Si ça se concrétisait, ce serait une très, très grande nouvelle. Ça fait 9 ans que l'UFC n'est pas venu au Québec. Il y a beaucoup de Montréalais de Montréalais, de Québécois qui attendent ce grand retour avec impatience. Je pense qu'avec des Charles Jourdain, des Marc-André Barrios, des Ayman Zahabi, on a Jasmine qui se bat en fin de semaine, qui est une Canadienne, Mike Malott, que j'ai déjà affronté au passé dans l'UFC. On a des bons Canadiens. Est-ce qu'on serait capable de remplir un Centre Bell? Là est la question. Pas le choix, parce que si on veut que l'UFC revienne plus qu'une fois aux 10 ans, ça prendrait un Yoann Lennes sur la carte, là, à nouveau. Là. C'est pas impossible. S'il faut qu'on signe des Québécois pour mettre ça à la carte, Yoann Lennes, Tommy Morrison. On a des bons noms. Champion de samouraï également. 8-0. Très, très jeune combattant, bon espoir. Bref, à suivre. On aura sûrement l'occasion d'en reparler quand on aura plus de détails, en espérant en avoir. D'ici là, croisons les doigts. Et rêvons à ça. Et visualisons-le. Si on veut que ça arrive, tentons. Ça ferait du bien. Ça ferait vraiment du bien parce que, comme je le dis, depuis 2016, l'UFC avait été resté vraiment échaudé de sa dernière visite alors qu'il y avait même pas 10 000 personnes au Centre Bell. Faut plus que ça se reproduise. Yoann, merci énormément pour ce deuxième épisode du SOS Podcast. On se dit à la semaine prochaine. À la maison, merci à vous également d'avoir été des nôtres. Je m'appelle Ben Baudouin. On se dit à une prochaine pour un autre épisode de votre podcast d'arts martiaux mixtes préféré, le SOS Podcast.